Je m'appelle Camille, j'ai 70 ans, et le jour où mon entreprise a célébré mes 40 années d'ancienneté a été également celui où j'ai réalisé que mon fils unique avait cessé de me voir comme son père. Tandis que les lumières du grand salon de réception se tamisaient et que la directrice de séance s'avançait vers le pupitre en souriant aux centaines de salariés, de cadres et d'invités rassemblés au cœur du Palais des Congrès de Lyon. Mesdames et messieurs, a-t-elle annoncé, nous honorons aujourd'hui un homme dont l'intégrité a façonné cette entreprise durant 4 décennies, alors que les écrans géants s'emplissaient de photographies d'une autre époque me montrant en 1986 avec un casque de chantier trop grand. Puis aux côtés de collègues dont les visages ont disparu de ce monde, avant de faire défiler des clichés de séminaires d'entreprise, d'œuvres caritatives et de fêtes de départ à la retraite où j'avais toujours applaudi les autres. Aujourd'hui, c'était enfin mon tour, les applaudissements résonnaient dans la salle, j'affichais un sourire poli mais mes yeux n'arrêtaient pas de glisser vers le premier rang où une chaise restait désespérément vide avec une petite carte blanche réservée à mon fils Lucas. La caméra ayant suivi mon regard tout comme l'assistance, si bien que tout le monde avait compris avant même qu'un mot ne soit prononcé que ce siège censé appartenir à ma famille n'offrait qu'un silence assourdissant. La directrice de séance l'avait remarqué et s'était approchée avec un sourire bienveillant pour me demander si nous devions patienter encore un peu, mais j'avais secoué la tête en murmurant que non, et lorsqu'elle m'avait demandé si quelqu'un d'autre souhaitait s'asseoir à mes côtés. J'avais balayé la salle du regard jusqu'à apercevoir, tout au fond, un jeune homme nerveux vêtu d'un costume bleu marine manifestement bon marché mais soigneusement repassé, les mains jointes et l'air de se demander s'il avait sa place ici. J'avais souri en murmurant le prénom de Daniel, le fils de mon cher ami disparu, et sous les regards tournés vers lui, je lui avais demandé de venir s'asseoir avec moi, ce qu'il avait fait en s'avançant lentement dans l'allée centrale. L'air presque effrayé avant de se blottir à mes côtés pendant que je lui tapotais l'épaule en le remerciant d'être venu, ce à quoi il avait répondu d'une voix à peine audible qu'il n'aurait manqué ça pour rien au monde. 5 minutes plus tard, le directeur général avait repris le micro pour annoncer avec un sourire une ultime surprise dont je n'avais pas été averti, expliquant qu'il y a des années de cela. J'avais discrètement refusé plusieurs primes de direction pour demander à la place que l'entreprise crée un fonds de dotation honorant la loyauté, le sacrifice et le service aux autres. Des murmures s'étaient propagés dans l'assemblée tandis qu'il précisait que ce fonds débutait officiellement aujourd'hui même, et après une courte pause, il avait révélé que le premier bénéficiaire avait été choisi par mes soins. Provoquant la confusion de Daniel à qui il annonçait l'attribution d'un don de 800 000 €. La salle avait explosé de joie, les gens s'étaient levés pour applaudir ou pleurer, tandis que Daniel, complètement figé, répétait qu'il devait y avoir une erreur, ce à quoi le directeur avait ri doucement en affirmant le contraire, me poussant simplement à lui serrer l'épaule en lui répétant qu'il avait amplement mérité cette reconnaissance. 3 heures plus tard, je me retrouvais seul à bord de mon petit utilitaire garé devant ma modeste maison de plain-pied, mon téléphone vibrant sans interruption sous le poids de 112 appels manqués émanant pour la plupart de Lucas, mais aussi de son épouse Élise, de numéros inconnus, de lointains parents et même de journalistes. J'avais fixé l'écran pendant de longues secondes avant de le poser face contre le siège passager, car l'histoire que tout le monde venait de voir à la télévision avait pris racine de longues années auparavant, à une époque où, jusqu'il y a encore 6 ans, je n'aurais jamais imaginé voir ma famille s'étirer et se fracturer ainsi. Avec ma femme Hélène, nous avions bâti une vie simple, sans fioritures ni étalage sur les réseaux sociaux, faite de travail honnête, de barbecue dans le jardin, de séjours en camping chaque été, de pizza le vendredi soir et de messe le dimanche matin. Élevant Lucas dans cette petite maison de briques en lui faisant croire que nous n'étions pas riches, alors qu'en réalité, sa mère et moi étions simplement convaincus que l'argent devait acheter la sécurité et non attirer l'attention. Hélène nous avait quittés après un court combat contre un cancer du pancréas, Lucas avait alors 31 ans, déjà marié et bâtissant sa propre vie, mais sa disparition avait brisé quelque chose en nous deux, un silence de plomb pour moi, une distance incommensurable pour lui. Au début, je m'étais répété que c'était normal, que le travail devenait exigeant et que les mariages demandaient de l'attention, sans jamais espérer des visites hebdomadaires ou des dîners de fête mensuels, mais simplement le plaisir de rester père et fils. Hélas, nos conversations s'étaient transformées au fil du temps en rendez-vous manqués, en fin de non-recevoir du type « Papa je t'appelle plus tard », nous sommes occupés ce week-end ou le mois prochain, jusqu'à ce que les mois deviennent des saisons et les saisons des années.
Chaque visite de Lucas s'accompagnant d'une Élise toujours pressée de repartir et se comportant comme si passer du temps avec moi n'était qu'une corvée de plus glissée entre 2 vacances et 2 brunchs mondains. Je n'avais jamais rejeté la faute entièrement sur elle, car le mariage modifie les priorités, mais mon fils avait fini par abdiquer toute autonomie, adoptant systématiquement l'avis d'Élise pour tout, qu'il s'agisse d'arrêter la pêche avec moi, de négliger le football ou de se contenter de simples messages textuels pour mes anniversaires. Malgré tout, je n'avais jamais émis le moindre reproche, car les bons parents ne tiennent pas les comptes, jusqu'à ce que, 3 mois avant ma cérémonie de départ en retraite, la direction annonce cette célébration de 40 ans de service continu pour laquelle nous n'étions que 2 éligibles. L'autre ayant pris sa retraite discrètement à l'étranger. La direction de la communication exigea des entretiens, des photos d'archives et une retransmission télévisée régionale, et bien que je me serais contenté d'une poignée de main et d'un gâteau dans la salle de pause, le directeur m'avait affirmé qu'après m'être consacré à l'entreprise pendant 40 ans, il était temps de prendre soin de moi. Une semaine plus tard, m'étant rendu chez mon fils, je l'avais trouvé en tenue de golf tandis qu'Élise chargeait des valises dans leur SUV, et après leur avoir demandé s'il partait en week-end en Provence. Je lui avais remis l'invitation officielle en lui annonçant que l'événement serait retransmis à la télévision. Lucas avait écarquillé les yeux en riant et en assurant qu'il ne manquerait ça pour rien au monde, me serrant dans ses bras avec des promesses sincères, car on croit toujours au serment de ses enfants peu importe leur âge, ignorant qu'à peine 25 heures avant la cérémonie, mon téléphone sonnerait pour détruire cette certitude. Le nom de Lucas était resté affiché sur mon écran assez longtemps pour que je devine l'inéluctable, et lorsqu'il m'avait appelé d'une voix un peu trop enjouée pour m'annoncer qu'Élise avait déniché une offre de dernière minute dans un luxueux palace hôtelier de la Côte d'Azur avec un départ prévu. Dès le lendemain matin, j'avais compris que c'était le matin même de mon jubilé. Appuyé contre le plan de travail de ma cuisine, regardant le pommier qu'Hélène et moi avions planté 25 ans plus tôt sous la brise du soir, j'avais noté l'incompatibilité des horaires avec une pointe de calme. Et face à ces hésitations feintes et à la voix d'Élise murmurant en arrière-plan qu'on comprendrait, j'avais simplement accepté, raccrochant avec le sentiment d'avoir accumulé les années de sagesse nécessaires pour ne plus m'en formaliser. Resté seul dans le silence de la maison, me remémorant les conseils d'Hélène qui disait toujours de ne jamais réagir dans la douleur mais d'attendre d'y voir clair, je n'avais pas rappelé Lucas pour l'accabler de culpabilité, mais j'avais fait défiler mes contacts pour joindre Daniel Brox. Ce dernier avait répondu dès la 2e sonnerie, acceptant sans la moindre hésitation et avec un empressement qui m'avait serré la gorge de venir s'asseoir à mes côtés pour cet hommage en mémoire de son père, Michael. Ce cher Michael, mon frère d'armes dans cette usine métallurgique de la banlieue lyonnaise où nous avions partagé les pires cadences et les quarts de nuit interminables. Ce compagnon de route dont le rire résonnait encore dans ma mémoire et qui m'avait sauvé la vie lors de cette terrible explosion due à une vanne de pression défectueuse, me tirant du brasier au péril de sa propre existence alors que les médecins m'avaient affirmé que 30 secondes de plus m'auraient coûté la vie. Des années plus tard, le cancer avait emporté Michael, et la veille de sa mort, m'ayant pris la main dans l'unique chambre d'hôpital où il m'avait gardé auprès de lui, il m'avait supplié de veiller sur son garçon, une promesse que j'avais honorée en soutenant Daniel dans ses galères d'étudiant. Depuis ses boulots de nuit en supermarché jusqu'à sa reconversion en professeur de robotique dans un collège public. Le lendemain matin, devant le centre de congrès, Daniel m'attendait dans son costume un peu usé mais impeccablement repassé, me remettant un petit sac contenant un carnet en cuir relié à la main dont la première page portait cette phrase magnifique : « Certains hommes obtiennent des promotions. D'autres gagnent le respect, tu m'as enseigné la différence. » Avant d'entrer, mon téléphone avait vibré pour m'afficher une publication de Lucas et Élise souriant au bord d'une piscine azuréenne sous le slogan que la vie est trop courte pour ne pas profiter des milliers de kilomètres de distance. Ce que j'avais ignoré en me tournant vers Daniel pour lui demander s'il était prêt. La suite fut un tourbillon d'émotions sous les projecteurs, entre la diffusion de nos archives de jeunesse, l'évocation des sacrifices consentis pour garder notre cap familial sans jamais céder aux sirènes des mutations lointaines, et le discours poignant de notre directeur général rappelant mes refus répétés de primes au profit de ce fonds de dotation humanitaire secret. Lorsque Daniel fut appelé sur scène pour recevoir ce chèque de 800 000 € destiné à équiper les laboratoires de robotique pour les enfants défavorisés de notre région, l'ovation fut totale et les larmes coulèrent sur nos joues, scellant la reconnaissance éternelle d'un fils de cœur qui avait su être présent là où le sang avait failli. Dans les jours qui suivirent,
tandis que les réseaux sociaux s'enflammaient à la vue de cette chaise vide devenue le symbole national de l'ingratitude filiale, et que les journaux locaux relayaient l'affaire, Lucas et Élise finirent par appliquer à la maison. Le visage fermé et l'amertume au ventre, reprochant au monde entier de les faire passer pour des monstres. Debout dans mon salon face à mes vieux cartons de souvenirs de la scolarité de Lucas, où s'entassaient les factures réglées en secret et les frais de scolarité épongés sans qu'il n'en sache jamais rien, j'eus cette conversation décisive où mon fils, enfin conscient du vide qu'il avait creusé, reconnut ses torts tandis qu'Élise s'enfonçait dans des justifications vaines. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Lucas essaie de réparer les pots cassés en venant prendre de mes nouvelles sans sa compagne, Daniel poursuit son œuvre pédagogique avec une sérénité nouvelle, et de mon côté. Après avoir rencontré par hasard à la salle de sport une femme formidable qui insiste pour partager l'addition au restaurant, j'ai compris que l'on ne peut pas bâtir de véritables liens avec ceux qui ne voient en vous qu'une ressource, mais qu'il faut savoir chérir ceux qui, sans qu'on le leur demande, sont simplement là quand on a besoin d'eux.